Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du mardi 4 mars. Aujourd'hui, Trump frappe le Canada, le Mexique, la Chine. Dans un mois, ce sera au tour de l'Europe. Les conséquences pour nous, perte d'emploi bien sûr, moins d'investissement et une hausse des prix, autant les autos que les frigos. Trump qui met aussi l'Ukraine à genoux et coupe l'aide américaine. Et le numéro 2 de Santé Québec se fait congédier. Mais d'abord un mot sur la météo, sur la pluie abondante qui va arroser le Québec demain. Ça commence aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, quelques centimètres de neige pour la grande région métropolitaine, et puis les températures qui grimpent en soirée tout doucement et durant la nuit, ce qui amène ce potentiel de pluie verglaçante. De demain, mercredi jusqu'à jeudi, on prévoit de fortes pluies autour de 15 à 20 mm pour la région de Montréal, puis dans certains coins du Québec, on pourrait recevoir jusqu'à 30 mm de pluie. Tout ça s'ajoute à la neige reçue en février, parce que le mois de février, cette année, a été le deuxième mois de février le plus enneigé jamais enregistré. C'est vrai qu'on a reçu 2 grosses tempêtes en l'espace de quelques jours, mais quand même, les quantités sont importantes. On regarde un peu en direction du printemps. Il y a peut-être une inquiétude de voir autant de neige, puis il y aura d'autres précipitations qui vont s'ajouter. Alors, est-ce qu'on aura un printemps avec un potentiel d'inondation élevé? Ce sera à analyser au cours des prochaines semaines. Maintenant, depuis minuit 1 minute, des tarifs américains de 25 % s'appliquent sur les produits canadiens et mexicains, sauf l'énergie, c'est un petit peu moins. Pour la Chine, c'est un 10 % qui s'ajoute aux tarifs existants. C'est la première attaque de cette guerre commerciale. La deuxième à venir visera l'aluminium et l'acier, c'est un 25 % de plus au mois d'avril. Pourquoi pas ajouter le bois d'œuvre? Tout ça est à déterminer. Une troisième attaque est possible, des tarifs supplémentaires en réponse aux tarifs imposés par le Canada, la réplique à venir des Mexicains et des Canadiens sur les produits américains. Vous allez me dire, ça peut faire 50 % d'augmentation, ou en tout cas de tarifs. Tout ça est possible. C'est difficile à suivre, à décoder. Pour combien de temps, me direz-vous? On ne le sait pas. On n'a aucune idée de la durée de ce conflit. Puis je vous invite aussi à mettre de côté le discours officiel, la guerre au fentanyl, les cartels du Mexique, la frontière, les Émirats. C'est un argumentaire qui sert à donner bonne conscience à Trump. Voir si Trump s'intéresse à ces questions-là pour vrai. Il a une obsession, une préoccupation, c'est le pouvoir et c'est l'argent. Et il considère que les États-Unis se font avoir par les autres pays, les voisins, les amis, les alliés. Et là, clairement, il a décidé que l'heure est venue de passer à la caisse. J'ai fait un petit calcul. Il reste 1417 jours à la présidence de Donald Trump. Vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'il ne va pas demander un autre mandat, même si à ce moment-là, il y aura plus de 80 ans? Il va peut-être faire basculer la démocratie. Je sais pas, mais la guerre commerciale va coûter cher à tout le monde. Nous allons collectivement payer le prix, mais pas juste les Québécois, pas juste les Canadiens, les Américains aussi. Et d'ailleurs, disons que tranquillement, ils commencent à prendre la mesure des impacts des décisions de leur président. Je voyais un sondage, 52 %, c'est une faible majorité, mais quand même, qui ne sont pas d'accord avec ses priorités, avec ses politiques et avec ses décisions. Ce soir, Trump va faire le discours sur l'état de l'Union devant les 2 chambres du Congrès. Là, il promet à tout le monde de faire un spectacle. Mais sincèrement, ce qui frappe depuis son arrivée ou son retour à la Maison-Blanche, je vous dirais que c'est la faiblesse, la mollesse des élus, des PDG aussi, devant Trump. Disons que les démocrates sont knock-out depuis leur défaite. Ils n'arrivent pas vraiment à articuler une opposition solide face à ces mesures qui, je le rappelle, touchent les entreprises et les consommateurs américains. Puis en parlant des entreprises, vous avez ces PDG, ces chefs d'entreprise qui parlent pas trop publiquement parce qu'ils ont peur des représailles de Trump. Si on dit quelque chose, qu'est-ce qu'il va nous faire? Comment il va nous attaquer publiquement? Dans le fond, on le méprise en privé, mais en public, on baisse la tête devant lui. Puis je rappelle, c'est pas banal là, que le iPhone de Apple est toujours quand même fabriqué en Chine. Alors concrètement, quels sont les impacts? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? M. Trudeau a promis une riposte ferme,
Donc, des tarifs qui seront déployés en 2 temps, c'est-à-dire une première vague de produits, à peu près 30 milliards, 25% dès maintenant, puis dans 3 semaines, on va ajouter un autre 125 milliards. On connaît déjà un peu les produits ciblés, on peut penser au jus d'orange, au brandy, d'autres produits comme ça qui vont coûter plus cher. Puis en même temps, il y a un espoir que M. Trump va finir par préparer davantage une négociation globale et que ces tarifs seront de courte durée. Je me permets d'ajouter que concrètement, l'impact de ces mesures, il y a différentes sources qui l'évaluent, mais ça peut représenter 1200 $ de plus par citoyen. C'est vrai pour les Américains, c'est vrai pour nous. Il y a des secteurs qui sont touchés. Le premier ministre Legault a promis hier une aide pour combattre les pertes d'emplois, aider les entreprises, une aide temporaire. Il dit globalement qu'il y a de 100 000 à 160 000 emplois qui sont à risque. Et on peut le penser aussi dans beaucoup de régions du Québec qui dépendent de grands secteurs de l'économie. Dans les dernières heures, la Chine a aussi riposté en imposant des tarifs sur des produits américains, c'est-à-dire sur le blé, le poulet, le maïs, le coton. Donc, il y a clairement ici une réponse chinoise qui a été enregistrée, si vous voulez, durant la nuit. Pour nous, d'abord, les électroménagers vont coûter plus cher. Alors, les poêles, la vaisselle, le frigo, certains produits qu'on achète, on peut penser à des fraises, on peut penser à des tomates. Les voitures, je vais venir dans quelques instants parce que ça, c'est un enjeu très spécial et je vous dirais majeur dans cette crise-là. Les consommateurs qui vont souffrir, je voyais aussi des chefs d'entreprise qui se demandent un peu quoi faire. On a vu Taïwan qui débarque aux États-Unis, firme de microprocesseurs, en disant on s'en vient investir ici parce qu'on va être capable d'éviter des tarifs. Et on voit que ça a un effet, là, la stratégie de Trump. Et également la compagnie Honda qui a annoncé son intention de déplacer l'assemblage de sa Honda Civic aux États-Unis, quitter le Mexique et venir s'installer pour ne pas être pénalisé par des tarifs. Et je le disais, pour les Américains aussi, là, il y a une réalité. Pour les fraises, pour la tequila, pour la bière, pour un paquet de produits. Collectivement, on peut faire des choix, et on le fait. Les Québécois renoncent à aller passer des vacances aux États-Unis, sont en train de refaire leur plan de voyage. Les étiquettes de produits canadiens et québécois, c'est pas mal plus clair dans les supermarchés. Il y a une volonté très, très précise d'acheter des produits locaux. Mais regardons pour ce qui est des voitures, si vous permettez, parce que c'est assez compliqué. C'est vraiment une chaîne de production à 3. Quand vous regardez votre voiture, là, qu'est-ce qu'il y a de Canadiens, de Mexicains et d'Américains dans l'auto? C'est difficile à trancher. Et vous imaginez le va-et-vient à la frontière. Est-ce que j'impose des tarifs ou pas? Le prix des voitures va grimper, c'est à peu près certain. Je vous dirais que déjà, c'est élevé. Et déjà, il y a des baisses enregistrées dans le marché nord-américain parce que les gens trouvent que les autos sont pas mal plus dispendieuses. Mais je regardais des chiffres hier de certains consultants qui pensent que les prix vont augmenter de 4 000 à 12 000 $. Les voitures électriques vont coûter de plus en plus cher. Et on peut penser à des modèles qui sont populaires comme le Ford Bronco, par exemple. Vous avez également Ford Maverick, Mustang, d'autres voitures. Et ça pourrait donc augmenter considérablement et la facture elle va être refilée aux consommateurs très, très rapidement. Le grand patron de Team Canada, le premier ministre fraîchement réélu de l'Ontario, Doug Ford, dit, écoutez, là, on niaisera pas, on va répondre. Puis ultimement, on pourrait aussi couper l'approvisionnement en énergie vers les États-Unis. Tout est sur la table, tout est possible. Et dans la même journée, c'est quand même pas banal, là, le président Trump annonce le gel de l'aide américaine à l'Ukraine. C'est une forme de chantage, d'humiliation pour un pays qui est ravagé par la guerre. Tout ça est dans le décor depuis longtemps. Le point culminant, c'est cette séance, évidemment, au bureau Aval, alors qu'on a, je dirais, coincé dans un guet-apens le président ukrainien Zelensky.
Il a été expulsé de la Maison-Blanche. Et là, depuis vendredi, la politique de Trump et de son pitbull, Vance, le vice-président, c'est de dire à l'Ukraine, à genoux, tu t'excuses et surtout, tu nous dis merci. Tu nous as pas assez remercié de tous ces milliards qu'on a investis, qu'on a dépensés pour vous protéger dans cette guerre. Et c'est ça l'approche. Au Kremlin, imaginez Vladimir Poutine applaudir. Son ami, son toutou, Trump, lui en donne plus que dans ses rêves les plus fous. Mais ce qui est grave dans tout ça, c'est que l'Europe a beau se lever pour défendre l'Ukraine, c'est pas comparable avec l'aide américaine en termes de moyens financiers, mais aussi en termes de logistique et de renseignement. Et je dirais que l'objectif ultime de Trump et de Poutine, c'est de se débarrasser de Zelensky, de trouver quelqu'un d'autre. Et hier, toute la journée, Trump l'a mentionné, ce gars-là est pas fiable. Ce gars-là devait ratifier une entente pour l'exploitation avec les Américains de matières premières. Il l'a pas respecté. Et je vais le citer, il a dit peut-être que quelqu'un qui ne veut pas conclure un accord, et si quelqu'un ne veut pas conclure un accord, en parlant de Zelensky, je pense que cette personne ne sera pas très longtemps dans le coin. Un objectif de tasser Zelensky, de faire un accord de cessez-le-feu, ce qui permettra à Poutine de conserver ses acquis en territoire ukrainien. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au Québec, parce que le PDG, la PDG de Santé Québec a congédié son numéro 2, Frédéric Abergel. Madame Biron a annoncé hier par voie de communiqué que Frédéric Abergel quittait, qu'on est en train de réévaluer l'organigramme. On va se parler en bon français, là. C'est une chicane entre les deux, entre Mme Biron et Frédéric Abergel. La presse nous dit ce matin que M. Abergel était déjà, paraît-il, en réflexion sur son avenir au sein de Santé Québec et qu'il trouvait que Mme Biron prenait beaucoup de place, centralisait les pouvoirs et que le cabinet du ministre Christian Dubé était omniprésent auprès de Santé Québec, alors qu'en principe, c'est une organisation indépendante, chapeautée par un conseil d'administration. Quand M. Abergel a été nommé, j'ai dit à l'époque, parce qu'il est passé par Sacré-Cœur, son dernier poste avant, c'était directeur général du CHUM à Montréal, l'hôpital universitaire, il n'y a personne qui a pleuré son départ, là. C'est le mandarin par excellence qui a gravi tous les échelons pour se ramasser au sommet. Et je le soupçonne probablement d'avoir voulu la présidence de Santé Québec. Mais on a opté pour une femme du privé, c'est la volonté du gouvernement, ce qui fait qu'il se retrouve dans les opérations. Et je vous le dis, là, c'est le fond par excellence, là. C'est-à-dire que avec lui, les choses avancent pas trop. Il y a une espèce de surplace, puis il y a, je dirais, une mainmise de la machine sur les opérations. Alors, je connais pas la nature du problème, mais c'est clair qu'il y avait un affrontement entre Mme Biron et M. Abergel. Soyez certains que je pense pas qu'il va y avoir un méchant party de départ, mais la grande question que je pose, là, ça coûte combien le racheter? On parle d'une facture de combien, là? Il y avait un contrat, lui, comme numéro 2 de Santé Québec. Puis il y avait son historique dans la machine. Alors, est-ce qu'on va le faire atterrir ailleurs, dans quelques mois, comme on l'a vu avec les PDG de la Société d'assurance automobile? Est-ce qu'il s'en va chez lui? Ça coûte combien le racheter? J'espère qu'on va au moins rendre ça public. Maintenant, parlons de la Société d'assurance automobile du Québec. Le premier ministre Legault, qui était en opération hier de relations de presse, a dit, après avoir annoncé la tenue d'une enquête publique, « Je ne le savais pas. » On a eu des informations, mais on a été gardé dans le noir par rapport à la réalité. Et là, ce que je comprends ce matin, et hier j'avais quelques échos là-dessus, le premier ministre Legault semble taper du pied à l'endroit de sa ministre et vice-première ministre, Mme Guilbeault. Mme Guilbeault, qui était responsable des transports à l'époque, évidemment, essaie de repousser la chaleur, de prendre le singe puis de le mettre sur les épaules de quelqu'un d'autre. En fin de semaine, spin
de la ministre des Transports qui a dit « Je veux juste qu'on comprenne que je ne suis pas tout seul dans le bateau. Là. Éric Kerr, son ministère, là, ils étaient au parfum de tout ça. Là. Le ministère du premier ministre, le secrétaire général du gouvernement, Yves Ouellet, qui est maintenant à l'autorité des marchés financiers, était au courant, avait eu ce briefing des dirigeants de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, M. Ouellet a probablement autorisé le lancement de l'opération, même si c'était impossible à faire arrimer le tout correctement. Il y avait des signaux, des voyants qui étaient allumés et les tests n'étaient pas complétés. Donc, Mme Guilbeault dit tout ce monde-là était au courant, puis là, il y a eu des rencontres, puis moi, je ne savais pas trop, puis je suis pas une experte en informatique. M. Legault n'a pas l'air d'apprécier la chose, et il a dit que je commencerai pas, je le cite, à faire l'enquête, mais je vous dis tout de suite que ce soit les coûts, le fiasco de la planification du système informatique, ni mes hauts fonctionnaires, ni les ministres, selon ce qu'ils me disent, c'est ça l'expression importante, selon ce qu'ils me disent, n'était au courant. Il devait bien y avoir quelqu'un au courant que ça ne marchait pas. Il y a sans doute quelqu'un qui a décidé de foncer pareil. Est-ce qu'on va découvrir qui et quelle sera la conséquence? On dit ça aux enfants, si tu ne fais pas tel devoir, ben, il y a des conséquences. Si tu as tel comportement, il y a des conséquences. Et je le répète, il y a des menteurs, puis il y a des manipulateurs dans tout ça. Et on va se servir de cette enquête pour essayer de découvrir qui exactement a joué dans ce film. Je reviens sur ce procès odieux en France. Vous allez dire, c'est dégueulasse, pourquoi t'en parles? Mais il y a tellement de cas. Bon, il y a eu l'histoire de cet homme qui a endormi sa femme, qui a été violé à répétition pendant des années. Il y a toute l'histoire de Pardieu, qui est non seulement grotesque, mais dégueulasse. Les Français ont l'air de découvrir une panoplie de scandales sexuels. Je vous parle du procès de ce médecin, chirurgien dans un hôpital, clinique pour enfants, qui se déroule actuellement à Paris. Le docteur Joël Le Squarnec, qui a fait 299 victimes. C'est en 2 temps. D'abord des abus, des agressions sexuelles dans la famille immédiate, et puis des patientes. L'âge varie de 11 ans. Il témoigne actuellement à son procès. Mais vous imaginez, 299, 300 victimes, il avait pris tous les détails de chacune des agressions. C'était indiqué dans de petits livres. Et là, il a dit qu'il était dans une bulle pédophile, que maintenant c'est fini. J'ai menti à mon épouse, j'ai menti à ma sœur, j'ai menti aux enquêteurs qui m'avaient arrêté. Je veux assumer mes responsabilités. Et là, on lui ramène l'histoire d'un viol sur une de ses voisines. Il a été condamné dans le premier volet donc du dossier que je parlais. Il dit « Je ne refuse pas de penser qu'effectivement, j'ai pu commettre un viol. » Et vous aviez autour de lui non seulement ces petits journaux personnels secrets, mais donc des vidéos pornographiques, des poupées. Il y avait tout ça chez lui. Il gardait ça précieusement, avec la prétention « Je suis un médecin, je suis au-dessus de tout ça, et personne ne sera en mesure de me coincer. » Et là, ben, il est coincé, et il tente évidemment de se protéger et de faire en sorte que, je vous dirais, sa réputation, qui est complètement démolie, passe aux aveux. Mais est-ce que ce sont des aveux sincères? Est-ce qu'on doit le croire? Ou c'est encore un méchant malade? D'ailleurs, tu te dis, mais comment il a pu faire autant de victimes dans un hôpital, se faire coincer? Je termine avec 2 choses. D'abord, pour les amateurs d'éclipses, il y aura 2 événements intéressants au mois de mars dans les prochains jours. Une éclipse lunaire totale dans la nuit du 13 au 14 mars, donc je répète, dans la nuit. Et très tôt également, une éclipse solaire partielle, c'est le 29 mars prochain. On aura l'occasion d'y revenir. Je termine par cette chronique de Hugo Dumas ce matin qui, je pense, va rejoindre pas mal vos préoccupations. Est-ce que nous avons trop de choix à la télévision? Quand vous regardez le nombre de chaînes, le nombre de plateformes, quand vous regardez les abonnements et l'espèce de renouvellement de l'offre chaque semaine avec des séries,
l'impression de ne pas être capable de choisir. Dans sa chronique, il parle d'un phénomène qu'on appelle la lassitude devant autant de nouveaux contenus audiovisuels. On regarde ça, c'est un titre, il y a une bande-annonce. On reconnaît certains visages familiers d'actrices et d'acteurs, mais quelle est l'histoire exactement? Et ce qui est intéressant, c'est que selon une firme qui mesure l'écoute à la télé, 20% des Américains qui cherchent une émission à regarder finissent par se tanner, se décourager et passent à autre chose. Tu sais, tu pitonnes, tu zappes, tu dis non, non, non. Et beaucoup de temps, là, on parle de facilement 10 minutes avant d'abandonner. Conséquence de ça, le réflexe. C'est un peu comme mon ami Alain Crête, c'est la nostalgie. Se réfugier vers des séries qu'on a déjà vues. On se casse pas la tête, on connaît les personnages, on a une bonne idée. Donc, les Grey's Anatomy, ou si vous regardez sur RTV, d'autres séries, puis là, je parle pas juste des belles histoires, puis le temps d'une paix, mais l'espèce d'abondance de nouveautés fait qu'on n'est pas capable de choisir. Puis, on est toujours en retard sur quelqu'un. Quand vous allez parler avec des amis, des membres de votre famille, as-tu vu telle série? Non, t'es pas au courant. Ah, ben écoute, c'est très bon. Par contre, j'ai regardé cette série. Votre personne en face vous dit, ben moi, j'ai pas vu ça. C'est vrai que beaucoup, beaucoup de choix. Puis le réflexe des gens, tu t'abonnes, par exemple, parce que ça coûte cher, tous ces abonnements de plateformes. Pour un mois, tu te désabonnes, tu reviens quand il y a une série, et c'est le va-et-vient perpétuel. Le choix est trop, trop, trop gros. On ne sait plus quoi regarder. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à demain pour une autre revue de presse. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.